Bonjour, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, amis de Moutatini officiel. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau, votre plateau, le plateau qui vous a toujours permis de suivre des meilleures émissions grâce à la chaîne qui nous a toujours fait vivre aussi des grands événements. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une personne de très spéciale. Il s'agit de Madame Lina Ngalula Tchibangu qui vient aujourd'hui en sa qualité de superviseur de la Caritas Kananga. Moutatini officiel la reçoit sur ce plateau afin de parler de ce projet que la Caritas est en train d'exécuter conjointement avec l'ONG Femmes Acacia. Le projet est bien sûr libellé de cette manière le renforcement de l'autonomisation et leadership des filles et adolescentes au Kasaï central. Et comme je le disais, ce projet n'est pas seulement exécuté par la Caritas Kananga, mais c'est un consortium, disais-je, avec l'ONG Femmes Acacia. Madame Lina Ngalulatibangu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs de Moutatini officiel. Ouais. Okay. En tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merveilleux aussi. Merci. Merci infiniment. Alors, mesdames, messieurs, je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui avec Madame Lina, nous allons essayer de parler de ce projet que vous exécutez conjointement avec l'ONG Femmes Acacia pour le renforcement de l'autonomisation et le leadership des filles et adolescentes ici au Kassai central. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire si les auditeurs peuvent, ou encore ceux qui nous suivent, tous les téléspectateurs, tous nos abonnés, s'ils peuvent retenir quelque chose sur ce projet, de quoi est-il question concrètement et comment se situe ce projet, Madame Lina? Merci, monsieur le journaliste. Une fois de plus, bonjour à nos téléspectateurs. C'est Madame Lina Ngalula Tchibangu. Je suis superviseure à la Caritas Développement Kananga. Dans le cadre du projet renforcement de l'autonomisation et leadership des jeunes filles et adolescentes au Kasaï central. Par rapport à la question qui m'est posée, c'est qu'il faut retenir de ce projet. C'est un projet financé par l'UNICEF que nous exécutons en consortium avec l'ONG Femmes Acacia, donc nous la Caritas Développement Kananga, ensemble avec l'ONG Femmes Acacia. Le projet vise à contribuer à la réduction des inégalités sociales à travers la promotion de l'autonomisation économique des jeunes filles et adolescentes. Le projet s'exécute dans les 6 zones de santé urbaines, donc les zones de santé de la ville de Kananga, notamment la zone de Lukonga, Katoka, Desha, Chikaji, Bobozo, et puis la zone de Kananga. Ce sont les 6 zones. Et il y a beaucoup d'activités que nous avons déjà menées depuis le début, le mois de novembre. Nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est un projet pilote de 3 mois. Donc, c'est une approche qu'on veut essayer. On est à la première expérience ici au Kasaï central. Si Dieu fait grâce, on arrive au résultat escompté. On va le prolonger, on pourra encore y revenir parce que là, comme vous pouvez le constater, les filles vulnérables sont nombreuses. Il y a beaucoup de filles qui sont en situation difficile, mais comme le projet a toujours été spécifique, donc il est limité dans le temps et dans l'espace, on n'a pas travaillé avec toutes les filles. On a d'abord commencé par l'identification des filles vulnérables. Et cette vulnérabilité, c'est lié à un critérium quelconque. On a identifié les filles non scolarisées, les filles qui ont abandonné l'école pour de multiples raisons, entre autres les grossesses précoces, les décès des parents, l'abandon. Nous avons identifié les filles sans abri,
les filles qui vivent dans des communautés ou bien dans des conditions où les coutumes rétrogrades et avilisantes sont en train de faire des lois. Les filles chefs de ménage, on en a identifié un peu partout dans les 6 zones. Donc l'effectif des filles, donc les bénéficiaires directs de ces projets de 150 filles, en raison de 25 par zone, comme ces 6 zones en raison de 25 filles 25, oui, 25 zone. filles par zone. Nous sommes en train de les accompagner à travers les activités que nous sommes en train de mettre en œuvre. En tout cas, Madame Lina, la poste centrale a plusieurs zones de santé. Oui. Il y a beaucoup de filles qui pourraient bien bénéficier de ce projet. Pourquoi est-ce que vous n'avez choisi que 6 zones de santé? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet a toujours été limité. C'est un projet, malgré que la situation est générale, mais le projet a toujours été limité. Comme je l'ai dit aussi, c'est un projet pilote. On est en train d'essayer l'expérience. Oui. Et aussi, chaque fois, on plaide pour que les bailleurs de notre partenaire privilégié, l'UNICEF, qui est tout le temps avec nous, qui connaît mieux les difficultés des enfants, en particulier les enfants filles. Nous espérons qu'avec avec le temps, il pourra encore financer ou il peut encore orienter d'autres financements à de telles activités pour permettre à ce que d'autres zones soient aussi considérées ou bien prises en compte. Mais il faut savoir que la disponibilité financière d'un projet ne peut pas couvrir vraiment les Kasaï centrales, la disponibilité des fonds. Mais avec le temps, nous espérons, parce que la situation n'est pas seulement ici au Kasaï central. Même si on part dans des grandes villes, on trouvera toujours des filles en situation difficile, les filles vulnérables qui ont besoin d'un appui, qui ont besoin d'une assistance sur tous les plans. Oui. Alors, avec le temps, nous espérons que les bailleurs peuvent encore songer à ça, parce que l'UNICEF est toujours avec nous des années, qui finance pour le bien-être des enfants. Des enfants, oui. Oui. Alors, dans notre communauté actuellement, nous remarquons le non-respect de plusieurs droits des filles. C'est vrai que vous en parlez, plusieurs structures en parlent il y a longtemps, mais nous constatons qu'il n'y a pas tellement de changements. Aussi, il y a un changement qui c'est peut-être à un faible pourcentage. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour que la déscolarisation des filles soit vraiment écartée ou éradiquée complètement de notre communauté? Oui, il faut d'abord savoir, monsieur le journaliste, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, Ouais. hein, ça date de longtemps. C'est justement ça, c'est ce qu'on appelle des normes sociales, Oui. des inégalités sociales, des inégalités liées au genre. On sait déjà que ça existe, Ça existe. c'est devenu presque normal. Non, non. Pour certaines personnes, c'est devenu normal. Oui, mais nous sommes en train de lutter pour le changement de mentalité, Ouais. pour le changement des comportements. Alors, dans le cadre de ces projets, nous avons mis en place des plateformes parmi les grandes actions Oui. que nous avons réalisées, que nous sommes en train de mener pour parvenir à la scolarisation totale des jeunes filles. Nous avons d'abord mis en place des plateformes de la masculinité positive dans toutes les 6 zones. Et ces plateformes sont constituées de leaders communautaires, leaders religieux, ainsi que leaders coutumiers. Il y a même donc toute personne ayant de l'influence dans sa communauté. Oui. Pourquoi la mise en place de ces plateformes? C'est pour sensibiliser, parce qu'ils ont été formés. Oui. Ils ont été formés sur la masculinité positive, la parentalité responsable, ainsi que la promotion et défense des droits des jeunes filles. Pourquoi ces 3 thématiques? Ce sont des thématiques clés pour prévenir les violences basées sur le genre. Parce que donc on se laisse guider par des normes sociales, des choses qu'on s'imagine. Oui. Parce que vous pouvez voir, à l'époque, la scolarisation de la jeune fille n'était pas vraiment prise en compte. Mais là, quoi que la situation n'est pas totalement décantée, mais vous verrez avec moi qu'il y a eu quand même
un petit changement. Oui. Il y a eu un petit changement. Mais nous sommes en train de travailler avec la plateforme dans laquelle il y a les garants de nos coutumes, il y a les pasteurs, il y a les préfets, il y a toutes les couches possibles pour parvenir au changement des normes sociales. Nous sommes en train de sensibiliser. On est allé dans des églises, on est allé dans des marchés. Donc, on a saisi toute opportunité possible pour passer les messages sur la promotion des droits de la jeune fille avec un accent particulier sur les droits à l'éducation. Parce que l'éducation, c'est ça même la base. C'est ça même le fondement du développement personnel. Une fille qui n'étudie pas, en tout cas, c'est difficile pour qu'elle se retrouve. C'est vraiment difficile pour qu'elle se retrouve. Donc, ce que vous pouvez retenir comme stratégie, nous avons la mise en place des plateformes de la masculinité positive. Dans ces plateformes, pourquoi il y a seulement les hommes? Parce que souvent, les violences dont les femmes sont victimes, dans la plupart des cas, elles sont commises par les hommes. Et bien sûr, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, mais comme d'habitude, les hommes ne dénoncent pas. Mais vu les cas qui sont dénoncés, les cas qui sont connus, on peut envisager même 98%, ce sont les femmes qui dénoncent. Oui. Et 98% des hommes qui sont les bourreaux. Alors, on a voulu à ce que les hommes et les garçons soient les alliés des femmes et des filles dans la prévention des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Alors, cette plateforme, après les formations, il y a des séances de sensibilisation chaque jour. À tout moment, donc c'est une structure vraiment bien organisée où il y a un président et un vice-secrétaire qui pérennise les messages ou bien la formation suivie de l'autre côté de Buenamuntu, sur le terrain ou bien dans la communauté pour que cette nouvelle approche des masculinités positives et parentalité responsable soit vraiment inclue dans les mentalités de toute la communauté. Alors, dès que on assure ses responsabilités en tant que parent, dès que on se met à la place de la femme, on sait que c'est un être humain comme moi, elle jouit des mêmes droits que moi, on ne peut pas lui priver de certains droits ou bien de certains privilèges. Alors, nous sommes en train de vouloir à ce que les hommes comprennent qu'ils sont alliés des femmes dans la prévention des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Madame Lina, parce que nous sommes en train d'avancer, c'est un projet vraiment intéressant. Vous êtes en train d'en parler, moi je trouve que ça me touche tellement, que nous sommes dans une communauté où beaucoup de gens, comme j'étais en train de le signaler tout à l'heure, beaucoup de gens ont estimé que ces cas de violence sexuelle et sexuelle basée sur le genre sont devenus des cas qui sont normaux, qu'on peut encourager ou laisser aller, mais c'est intéressant que vous puissiez intervenir de cette manière. Mais dites-nous, c'est quoi le processus de manière concrète que vous devez vraiment utiliser ou suivre pour que les bénéficiaires ou encore votre cible puisse vraiment bénéficier du projet et que les objectifs soient complètement atteints, Madame Lina? Peut-être concrètement pour que vraiment ce que vous faites produise des meilleurs fruits. Oui, comme déjà l'intitulé du projet l'indique, renforcement de l'autonomisation et leadership des jeunes filles et adolescentes. Les bénéficiaires directs de ce projet, ce sont les jeunes filles, comme je l'ai dit tout à l'heure, âgées de 15 à 24 ans. 15 à 24 ans, ce sont des adolescentes, ce sont des jeunes. Alors, on trouve que c'est à cette tranche d'âge-là où la personne doit être vraiment bien encadrée, bien informée pour qu'il puisse vraiment assumer et assurer donc son autonomisation. Alors, ces bénéficiaires directs, parce qu'il y a aussi des bénéficiaires indirects, il y a des filles que nous sommes en train d'encadrer dans les espaces d'écoute, dans les espaces à travers l'activité de mentorat, où nous développons différentes thématiques pour les permettre vraiment à se découvrir, à connaître leurs droits, à développer leur potentialité. Donc, à s'ouvrir d'abord, à s'assumer, à avoir confiance en elles-mêmes. Mais pour ce qui est des bénéficiaires directs, après l'identification et l'évaluation de leurs besoins, nous les avons accompagnés, nous les avons orientés vers les centres de formation professionnelle et apprentissage des métiers. Toutes les 150, elles sont en train de suivre des formations
Et il y en a qui sont en coupe et couture, il y en a qui sont en pâtisserie, il y en a qui sont en savonnerie, à travers les centres que nous avons sélectionnés. Ben, c'était d'ailleurs la question que je voulais déjà vous poser pour que vous disiez à ceux qui nous suivent Ouais. à quel niveau vous êtes déjà avec le projet. Ben, les filles bénéficiaires du projet sont déjà en train de suivre Oui, oui, elles sont formation. en tout cas, elles sont en pleine formation. Elles sont en train de suivre les formations. La majorité, vraiment, c'est en coupe et couture. Le souci est qu'elles apprennent un métier. Qu'elles soient en mesure de se trouver 1 000 francs, un 2 000, un 5 000 personnellement, à travers ce qu'elles sont en train d'apprendre. Donc, ce que moi, je peux dire à nos téléspectateurs, les filles que nous avons utilisées, elles sont en pleine formation. Oui. Elles sont en pleine formation. C'est une formation accélérée de 3 mois. De 3 mois. Elles sont là depuis le mois de décembre. Elles sont dans des centres de formation où elles apprennent. Mais une autre difficulté à laquelle font face les jeunes, particulièrement les filles aujourd'hui, c'est le recrutement. Est-ce que vous avez pensé à créer peut-être un cadre d'accompagnement pour faciliter le recrutement de ces jeunes filles? Parce qu'elles ne doivent pas seulement se contenter de ce qu'elles vont mener comme activité, mais pour qu'elles soient aussi recrutées peut-être dans certaines institutions, ça et là, après la formation. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les espaces sûrs, les espaces d'écoute où on organise des dialogues entre filles. Il y a nous, il y a la Caritas et Femmes Acacia, il y a les filles e-report. Ouais. Les filles e-report, ce sont des filles qui ont été formées. Elles sont outillées dans leurs droits, elles savent comment les revendiquer, elles savent quels sont les droits de la jeune fille et où. Donc, elles ont la maîtrise même des instruments juridiques nationaux, tout comme internationaux, qui garantissent leurs droits. Alors, dans ces espaces sûrs, où nous organisons des activités de mentorat avec les filles, il n'y a pas seulement les filles non scolarisées et puis les bénéficiaires. Il y a même les étudiants, il y a les filles diplômées, il y a même, comme dans ma zone, parce que moi, je suis superviseur à la Caritas, mais dans la zone de Kato. Là-bas, j'ai des filles, des licenciées. Elles sont licenciées, elles sont même assidues, elles viennent dans toutes les séances. Et là-bas, nous parlons de tout pour leur développement personnel. Alors, on est en train de les ouvrir, de les former, parce que ça ne suffit pas seulement de faire l'école, d'aller à l'université, mais il faut aussi s'auto-former. Il faut avoir des modèles, il faut avoir donc des mentors, il faut avoir des inspirations. Tu regardes quelqu'un, tu te dis non, en tout cas, je vais suivre les pas de telle personne. Nous sommes avec toutes ces filles-là là-bas, nous discutons avec elles, nous les montrons comment elles peuvent parvenir à accéder même à des emplois, parce que les emplois existent. Même quand on dit les femmes n'ont pas de place dans des instances de prise de décision, c'est parfois parce qu'il n'y a pas vraiment cet engagement-là. Alors nous sommes dans ces espaces sûrs, dans ces espaces d'écoute où on organise des dialogues entre des filles pour les amener à briser la peur, d'avoir confiance en elles-mêmes, avoir le courage de prendre parole en public, d'éviter de se sous-estimer. Parce que souvent, moi, j'ai même un cas, il y avait une fille qui est avec nous, elle est diplômée d'État. Elle dit, parce que là-bas, je me suis fait l'amie de ces filles-là pour qu'il y ait une connexion quelconque, pour qu'elles soient vraiment ouvertes, pour qu'elles me fassent confiance. Comme ça, même si des besoins de plus intimes, elles exposent, on partage l'expérience. Donc là-bas, on parle de tout. Nous avons plusieurs thématiques. Je vais même souhaiter que la prochaine séance, je vais vous inviter, comme ça vous allez voir comment je suis en train de faire avec les filles. Justement. Il y en a une qui me dit l'autre fois, moi, quand j'ai fini, j'ai commencé à me dire qu'en tout cas, vraiment, je ne saurais pas moi aller travailler. Comment je vais arriver à travailler parce que nous sommes faibles, on dit que les filles sont des êtres fragiles. Je lui ai dit, c'est justement ça, le problème. On doit briser cette peur. Être fragile, ça veut dire quoi? Être fragile, ça veut dire quoi? Donc, le problème, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, si tu es sûr de toi-même, je vais donner mon exemple. Nous, on travaille. D'abord, vous prenez d'abord chez nous à la Caritas. Notre coordonnatrice, ma sœur Brigitte Bakambam, c'est une femme. Mais vous voyez combien d'hommes sont à la Caritas? Et c'est le numéro 1.
En plus d'être coordonnatrice, elle est docteur. Vous voyez même l'ONG Femme Acacia, docteur Marlène, elle est là. Aujourd'hui, nous avons notre ministre de la Jeunesse, c'est une jeune fille comme nous. La première ministre, c'est une femme. Donc, nous devons suivre tous ces exemples. Nous avons ma bande Nathalie Kamba, nous avons les mamans Monique, Ngalula, les mamans Bernadette. Ce sont des femmes leaders, ce sont des modèles que nous sommes en train de suivre. Je leur montre même parfois l'exemple de ma jeune sœur qui est coordonnatrice pays ou directrice pays, mais Madame Merveille Lola, c'est une jeune fille parce qu'elle a brisé les peurs, elle s'est engagée. Elle a dit non, il n'y a pas de travaux qui sont réservés seulement aux garçons et nous, on doit être là pour les mariages et on doit s'engager. Donc, pour permettre à ces filles-là d'aller plus loin, moi, je me suis dit même, on s'est dit avec elle, même après projet, on continuera toujours à se rencontrer pour s'entraider davantage. À la longue, je vais même les apprendre quand il y a une offre, sur base de ce que tu as comme compétence, sur base de tes études, comment même tu peux adapter le CV, comment tu peux rédiger une lettre de motivation. Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent, même si nous autres, on a eu la chance de... Donc, les capacités de s'enfronter directement, mais on demandait toujours de l'aide ça et là, mais on n'avait pas la peur, on s'engageait. Ce courage-là, c'est dont on a besoin, les jeunes filles, les mamans, pour aller de l'avant. Donc, nous sommes en train de les encadrer. C'est une grande activité, cette activité de dialogue dans des espaces d'écoute et les espaces. Là, on a tout le monde. C'est pas seulement les bénéficiaires directs. Celles-là aussi, elles sont là. Comment se comporter? Tu apprends. Dès que tu finis ta formation. Maintenant, tu vas rester encore à la maison, commencer à attendre qu'on te cherche du travail. Non, tu as tes capacités. Il faut savoir comment créer les relations. Donc, actuellement, les emplois se créent. Donc, avec les peu de moyens, je les conseille tout ça, même si vous n'avez pas de machine. Mais essayons quand même d'avoir des contacts avec des gens qui ont des maisons de couture, vous vous approchez, vous essayez toujours, avec le temps, quelque chose de bien varié. C'est ça justement, Madame Lina, parce qu'il y en a qui, par exemple, après la formation, vont vendre des matériels, ils ne font presque rien. Il y en a qui ne bénéficient ou qui ne sont là que pour bénéficier des moyens financiers que vous leur donnez après la formation. Elles oublient tout, commencent à faire autre chose. Mais cet encadrement, l'accompagnement, surtout après le projet, ça sera très, très important. Mais pour le moment, vous êtes sur le terrain. Est-ce que tout se passe bien? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment vous les contournez alors? Oui, nous sommes sur le terrain, les projets s'exécutent en bonne et due forme. La plus grande difficulté, c'était donc au niveau de la sélection, avec tout ce qu'il y a comme nombre de jeunes filles délaissées, abandonnées, sans occupation, avec les peu de filles qui devaient être prises en charge. En tout cas, ça n'a pas été facile. Mais c'est le projet. On a crié à l'injustice, au tribalisme, par exemple. Ça ne manque pas, mais comme les leaders communautaires, surtout les APA, les autorités politiques administratives étaient impliquées, et c'est pourquoi on a essayé quand même de contourner, parce qu'on a fait comprendre à la communauté que ça ne peut pas être tout le monde. Donc, il y aura le temps pour chaque chose. Même si aujourd'hui, c'est pas avec l'UNICEF, il peut y avoir un autre projet qui peut venir, pas avec Caritas, mais un autre projet qui viendra encore avec les filles. Mais c'est question juste d'être engagé, d'être souple. C'était la seule grande difficulté, mais le reste, on le fait, le projet s'exécute normalement. Nous sommes sur le terrain avec l'implication des autorités politiques administratives. Les activités se réalisent vraiment en toute quiétude. Il n'y a pas tellement de grandes difficultés, à part celle-là qu'on avait de laisser d'autres filles travailler avec certaines. Mais peut-être avant que l'on termine l'émission, Madame Lina, parce que plusieurs fois on va vous recevoir sur ce plateau, nous viendrons même là où la formation se déroule pour que nous puissions voir comment les choses se passent là-bas, l'apprentissage, la participation de ces filles que vous avez sélectionnées, que vous encadrez. Mais avant tout cela, est-ce que vous pouvez aussi nous dire quel rôle voudriez-vous que les leaders locaux puissent jouer dans l'atteinte des objectifs de ces projets? Les leaders locaux ils sont fortement impliqués dans ces projets. Parce que vous voyez, les projets, comme je l'ai dit au début, les projets contribuent à la réduction des inégalités sociales. Les leaders sont fortement impliqués. Ils sont avec nous, ils sont en train de sensibiliser. Comme je l'ai dit,
la situation financière ne peut pas tout couvrir. Mais même si on ne peut pas aider avec l'action, mais on est en train d'aider avec les messages. On est en train de sensibiliser les parents. On est en train de sensibiliser les hommes, les jeunes garçons. Et aussi, on est en train de sensibiliser les filles elles-mêmes sur leurs droits, comment se comporter, comment reconnaître ses droits, comment les revendiquer, comment même les jouir en tant que jeune fille. Les leaders sont fortement impliqués parce que les activités de sensibilisation, les activités de dialogue communautaire, les échanges intercommunautaires vont se poursuivre même après les projets. Ce n'est pas pour rien que nous avons impliqué davantage les chefs de groupement, les chefs de village, pour que même après les projets, ils seront avec leurs notables dans leurs réunions de Kabukoulou et ils vont toujours parler de ça pour arriver à promouvoir davantage les droits de la Merci beaucoup, Madame Lina. Je peux rappeler à ceux qui nous suivent que nous sommes en train de parler avec vous de ce projet que vous exécutez en consortium avec l'ONG FM Acacia, le projet qui est libellé, le renforcement de l'autonomisation et leadership des filles et adolescentes au quartier central. Avant que l'on termine l'émission, pouvez-vous nous dire sur base de quels indicateurs vous pourrez vraiment mesurer l'atteinte ou le pourcentage de l'atteinte de vos objectifs après le projet? Comment pourrez-vous vous rassurer que les objectifs ont été atteints? Sur base de quoi pouvez-vous faire cela? Oui, cette question-là, je pouvais bien la répondre, mais le projet est en cours. Voilà. Le projet est en cours. On ne peut pas déjà se décider sur les indicateurs ou bien comment s'assurer de l'effectivité des objectifs. Ils sont atteints ou pas, mais nous sommes en cours. Nous sommes en cours. Nous ne travaillons pas du tout seuls. Il y a aussi l'implication des services étatiques, entre autres la division provinciale des affaires sociales, la division de la communication ainsi que la division genre, famille et enfants. Nous sommes en train de travailler en franche collaboration avec ces services étatiques. Et au moment venu, comme je ne suis pas, c'est pas la première, la dernière, c'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois, je reviendrai toujours sur votre plateau pour parler parce qu'il y a beaucoup de thématiques dans le cadre de ce projet. Et on va parler pour permettre à ceux qui sont dehors de nous suivre et d'échanger, même si on n'est pas, nos pieds ne sont pas arrivés là où ils sont, mais au moins notre voix va arriver là où ils sont pour qu'ils changent quand même leur façon de voir les choses. Et quand il sera le moment, je voudrais, c'est sur base de ceci, sur base de cela, que nous nous rassurons que les objectifs sont atteints. Merci beaucoup, Madame Lina. Mais si on ne veut pas dire qu'on veut y aller anticipativement, mais si vous étiez demandé d'évaluer le projet jusqu'à ce niveau, vous pouvez dire à quel pourcentage? Oui, par rapport à ce qui nous est demandé et ce qui est fait, nous sommes à 75%. Il y a 75%, je pense. Nous sommes totalement dans les bons. Nous sommes dans les bons. C'est un bon projet et ce sont nos filles, ce sont nos sœurs, ce sont nos petites sœurs et leur bonheur, c'est le nôtre. En tout cas, ça, c'est une meilleure idée. Alors, nous sommes déjà à la fin de l'émission, Madame Lina. Un dernier message à ces filles qui participent à la formation, parce qu'il y en a qui vont suivre bien sûr cette émission, à toute la communauté centre-kassaïenne, aux autorités aussi, par rapport à votre projet. Les messages brefs là, en quelques mots. Oui, aux filles d'abord, je souhaite beaucoup de courage. Ceux qui étudient de prendre les études au sérieux, ceux qui apprennent des métiers, de les apprendre au sérieux, de mettre du sérieux dans ce qu'elles font, donc de ne pas se sous-estimer, d'avoir confiance en soi, de rêver grand, de lutter pour leurs droits, de les connaître et de lutter pour le développement personnel. Aux parents, je demande de veiller aux enfants, surtout particulièrement les filles qui sont dans la plupart des cas délaissées, avec un accent particulier sur l'éducation, car je l'ai dit au début, c'est ça même les fondements, c'est ça même la base du développement personnel. À nos autorités politico-administratives, je demande à ce qu'elles veillent plutôt à l'éducation des jeunes filles. Que cela soit une priorité dans chaque action, dans tout ce qu'ils mènent, qu'ils privilégient les droits de la jeune fille avec un accent mis sur le droit à l'éducation. Et je souhaite à ce que
tous les téléspectateurs, les amis de Mbutatimi, ils continuent à nous suivre à travers ces plateaux où nous venons pour parler de ce que nous faisons pour pour le développement de nos jeunes filles. Et nous disons particulièrement merci à notre partenaire privilégié qui est l'UNICEF, parce que l'UNICEF ne cesse d'accompagner les enfants. L'UNICEF ne cesse de lutter pour le bonheur et les droits des enfants, en général, sans discrimination. En tout cas, je vous dis également merci pour la disponibilité de m'avoir accepté sur votre plateau. Merci, et je souhaite qu'on se réveille à la longue pour qu'on échange davantage des questions liées aux droits des jeunes. C'est ça d'ailleurs notre souci. Merci infiniment, Madame Lina Ngalula-Tibangou. Vous êtes superviseur, pour rappel, à la Caritas Kananga, et vous êtes aujourd'hui venu, on a parlé avec vous du projet renforcement de l'autonomisation leadership des adolescentes et filles ici au Kassai central, le projet que vous exécutez bien sûr en consortium avec l'ONG Femmes Acacia grâce à l'appui financier et technique de l'UNICEF. À tous ceux qui nous ont suivis, merci infiniment. Félicien Galmo vous donne un rendez-vous pour les jours qui suivent.